Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence sur votre matinale sur Canal 3 Bénin et nous allons parler éducation ce matin lors de nos débats. L'année scolaire 2024-2025 est désormais bouclée avec les résultats des examens de fin d'année, des résultats assez intéressants et des taux de réussite jamais atteints, notamment au niveau du bac 2025, ce qui implique une forte démographie dans les universités publiques et privées l'année prochaine. Quelle politique d'anticipation, l'accueil de ce beau monde, les infrastructures existaient-elles, et quelle politique d'orientation? Nous ferons donc le débat. Notre invité ce matin, c'est Firmin Bekan. Il est vice-président de PADEM Bénin, la plateforme des acteurs des médias du Bénin. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité de l'organisation, mais aussi et surtout sur sa position sur divers sujets d'actualité touchant le monde des médias au Bénin, la question de la liberté des journalistes, le bouleversement provoqué par les médias et réseaux sociaux et bien d'autres sujets seront donc au menu. Bienvenue à tous. Nous sommes donc à la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec fraternité. Surcharge routière des transporteurs. La NAT lance la riposte, les différentes infractions et leurs amendes. Dialogue politique, dialogue public-privé, Talon renforce la confiance avec les opérateurs économiques. Et puis, succession de Talon en 2026. Les clarifications de Wilfried de Léon Beijing. L'éditorial signé Anissé Carlos Oke. Se souper un cas de conscience professionnelle. Festizik Cotonou Barbecue. Édition 2025, World Cola accompagne les moments de partage et de bonheur des Béninois. Nous passons à Bénin intelligent pour continuer monde des affaires. Talon tend la main au patronat du secteur privé. Gaskiani Info présidentielle de 2026, l'équation complexe de l'opposition. Le journal économiste, investissement au Bénin, le président Talon échange avec les acteurs du secteur privé. Voici palmarès, commune d'Abo-Mekelavi, un hôpital de zone à bout de souffle dans l'ombre du chic. C'est un article enquête et de réflexion aussi par ailleurs. Matin libre, changement hors norme au Bénin, le ministère du cadre de vie et des transports hausse le ton et puis le potentiel. Dérapage rituel et profanation des sépultures dans le département de la Donga. Un crâne humain utilisé pour fertiliser les champs à Copargo. Le journal voulait dire certainement dans la Takora. Visa Info, piètre prestation des équipes nationales des catégories d'âge au Bénin. Il faut trouver la thérapie à supplier. Le journal ce matin, les sélectionneurs locaux ne sont plus les boucs émissaires. Le quotidien le meilleur pour nous parler de cette rencontre avec le chef de l'État et le patronat du privé. Patrice Talon qui mise sur un climat d'affaires inclusif. Le journal La Cloche pour continuer. Rentrée scolaire 2025-2026, les grandes dates à savoir et retenir. Décryptage info, financement des petites entreprises. Première opération de titrisation multi-pays en Afrique de l'Ouest. L'opinion aujourd'hui. Échange avec les chefs d'État, avec les chefs d'entreprise à la Marina. Talon vante un Bénin plus ouvert aux investissements.
Le journal Libération sur la même actualité, partenariat public-privé, talon à bâton rompu avec les entrepreneurs, licence nationale 2025, calendrier officiel des épreuves écrites. La tribune de la capitale, phase finale de la CAN de mini-football en Libye. Les débats terminent sur une note positive. Le challenge présidentiel de 2026, choix de Patrice Talon, ça se précise, un profil qui fait l'unanimité d'après les secrets donc, du journal. L'investigateur, tribune de chat, saviez-vous ce que le mot merci peut produire dans votre vie? Et puis présidentielle de 2026, pourquoi l'opposition doit rester soudée? Le journal La Priorité, technique de négociation et de persuasion, lui quatre forme les femmes élues locales d'Afrique. Le routier, élection générale de 2026, le Bénin entre défis et enjeux politiques. L'autre quotidien, activité du Parti Les Démocrates à Tori, à Zohwe, Kada, commune de Tori-Bosito. Eric Rondete et sa tournée et sa délégation terminent leur tournée à Tori, à Zohwe, Kada. Le télégramme, loi organique sur la Cour constitutionnelle au Bénin, les griefs de l'opposition parlementaire contre la modification de cette loi. Et puis la tribune de la capitale, rapport avec le divin, un réveil identitaire croissant en Afrique. La nation rencontre au palais de la Marina, Talon et les opérateurs économiques en symbiose. Nous sommes maintenant avec le journal L'Informateur, rencontre entre le chef de l'État et le patronat du secteur privé, les doléances du secteur privé donc. Fraternité pour la deuxième lecture ce matin, sur le charge routier des transporteurs, l'ANAT lance la riposte, les différentes infractions et leurs amendes. Dialogue public-privé, Talon renforce la confiance avec les acteurs économiques. Succession de Talon en 2026, les clarifications de Wilfried Léandre Ongbedji à découvrir dans les colonnes du journal Fraternité Festizik Cotonou Barbecue. Édition 2025, World Cola accompagne le moment de partage et de bonheur des Béninois. Vous avez l'éditorial signé Anissé Carlos Oké, vous pouvez le lire dans les colonnes du journal, notamment en page 2, le titre Sosoupe, un cas de conscience professionnelle. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous rappelle que tout au long de cette émission, vous aurez un peu l'actualité sous divers formats, soit commentée, soit relayée, soit analysée. Et déjà pour l'actualité relayée, vous aurez droit tout à l'heure au bulletin d'information avec Ingrid Dess. Ce sera la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin pour vous relayer un peu tout ce qui s'est passé par, mettons, relayé par la rédaction de Canal 3 Bénin pour ce qui est donc de l'actualité au Bénin. Et puis pour ce qui est de l'actualité commentée, on a nos débats tout à l'heure avec notamment les débatteurs qui passeront par ici. On va discuter de ces forts taux de réussite. On va se focaliser surtout sur l'examen du baccalauréat qui a fourni plus de 70% de taux de réussite cette année. On se réjouit en tout cas pour cette performance, mais en même temps, il faut s'inquiéter pour ce flux d'étudiants à attendre dans les universités, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, comment est-ce que ça se prépare? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Quelles sont les politiques d'orientation qui évitent à ces jeunes bacheliers, futurs diplômés universitaires, d'avoir à être confrontés à la dure réalité du chômage? Et ben, voilà les questions qu'on va évoquer lors de nos débats. Je vous rappelle qu'on aura aussi le point de l'actualité tel que relayé en tout cas par la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera la fenêtre de Idriss Boukari, mais étalée sur une semaine à compter de ce jour en arrière. Le rendez-vous c'est vers la fin donc de cette émission. Prenez donc votre siège et attendez. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec Ingrid. Mais je vous propose de faire rapidement une petite pause.
Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Anissé Kalosokè, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les siens, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc de... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh. Le ciel va tomber. La danse va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus.
Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur le plein de midi. Au revoir. Au revoir. Dixième célébration du président Patrice Talon au pouvoir depuis 2016. Cotonou fait sa mue pour une nouvelle fois abriter les manifestations officielles du 1er août. Retour sur 10 années de festivités, de changements, de modernité. Entre posts et commentaires, Marc Yohannes Goudjanou partagera avec nous des captures dans les vues du web. Cameroun, le chef de l'État sortant, 92 ans, va se représenter à l'élection présidentielle du 12 octobre. Justement, le ciel est couvert, les vents sont hésitants et la veste pour les candidatures se fait attendre. Restaurer l'espoir et au fond avec son président, le stratège candidat Zandaï. Fort de ses convictions, le parti semble beaucoup plus tourné vers les réseaux sociaux. Les démocrates ne sont pas mieux. On attend, on hésite, on observe. On dirait qu'ils craignent de se mouiller trop tôt. 65 ans d'indépendance pour le Bénin. Un petit regard sur les différentes éditions de passé. Quand on prend Cotonou, qui accueille les manifestations officielles, il y a que Bomé Calavi. La conséquence directe est qu'à Bomé Calavi n'organise rien. Dans un État qui n'est pas un État fédéral, je pense qu'il faut choisir un seul lieu pour faire les célébrations. Encore que, jusque-là, on ne nous a pas encore dit ce que coûte aux caisses des mairies, les célébrations dans ces différentes mairies-là. On dit que nous sommes indépendants. Nous devons pouvoir quand même circuler librement dans notre pays un 1er août. Donc, la célébration qui se fait désormais au pied de l'Amazone, ça veut dire en réalité que tout Cotonou circule. Bassirou Diomaye Faye était en visite de travail au Bénin. Il a été question de coopération, d'intégration sous-régionale, de paix, de développement. Le Bénin partage surtout la stabilité démocratique. Moi, je dis souvent qu'ils sont les meilleurs élèves de la démocratie dans la sous-région et ils donnent surtout l'exemple aux autres. C'est aussi faire en sorte que tout ce qui a été conclu comme accord ou comme point de vue soit concrétisé pour que Béninois au Sénégal se sentent comme chez lui, Sénégalais au Bénin se sentent également comme chez eux. Paul Biya a 92 ans, il annonce se représenter. Au Cameroun, les réactions s'enchaînent sur la pertinence même de cette candidature. Une vidéo dans laquelle je vois des jeunes venir avec un sac pour dire nous payons la caution, 33 millions pour vous et tout le reste. C'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Le Biya maîtrise les enjeux politiques, maîtrise les différentes tribus, les différentes ethnies. C'est une toile d'araignée bien tissée. Bien tissée et qui est devenue une machine de guerre politique. Vraiment, ça, c'est à l'actif de Paul Biya. Comme tous les Béninois, j'ai appris avec satisfaction que le pseudo-activiste, je l'appelle ainsi parce que pour moi, c'est plus un collaborateur, un collabo, a été interpellé. Dans la commune de Dogbo, un chef de village arrêté, soupçonné de pratiques occultes visant à multiplier de l'argent. Le web lui a déjà tranché sur la vraie magie, celle de l'enrichissement soudain, sans source connue. L'ancien ministre et fils de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo accuse 2 journalistes et les autorités en place d'exploiter la fatigue de son père, bientôt 94 ans, pour les mises en scène politiques. Ce festival qui est notre festival, je veux dire, c'est... Plus chaud que jamais, Festizik Cotonou Barbecue se réinvente pour le bonheur des férus de la bonne bouffe à Cotonou. Le festival culinaire et festif célèbre cette année son 10e anniversaire et les organisateurs promettent d'en faire un événement inédit. Nous avons pensé quand même à meubler autrement le festival. Ce n'est pas le festival que vous avez peut-être vu en 2023 qui va se faire en 2025. C'est tout un autre festival qui va se faire. C'est pourquoi nous invitons quand même ceux qui ont l'habitude de venir à venir redécouvrir. Parce que bon, même ils savent déjà, ils sont convaincus qu'ils ne verront pas la même chose. Après l'expérience de Bégamin, Cotonou Barbecue fait son retour à Canal Olympia pour plus de sensations et d'émotions.
La tradition culinaire béninoise sera encore honorée, mais autour des bons plats de grillade, les sonorités musicales béninoises, des traditionnelles ou modernes, vont également résonner pour agrémenter le séjour des festivaliers. On a au moins une trentaine d'artistes. Si je vais commencer par citer, je risque de faire des jaloux. Mais ce que je peux dire, le 1er août, la fête nationale, vous aurez le groupe Polyrythmo en live. On a la jeune génération, les Tigang, connaissez donc, Pélagie la Vibreuse, Exatonique. Ça continue toujours. Tout le monde veut dire, bon, c'est les 10 ans, donc sans vous mentir, ce qui va se passer, j'invite tout le monde parce que Cotonou Barbecue, c'est une fête nationale. En tête de peloton des partenaires de cet événement, la Sobebra à travers sa marque World Cola. Il est de bon ton pour nous de nous associer à cet événement afin de célébrer en quelque sorte l'art culinaire, mais avec une boisson qui est une boisson gazeuse, World Cola, produite par la Sobebra depuis bientôt 3 ans. Aujourd'hui, l'objectif est clair. Nous voulons affirmer notre positionnement comme boisson idéale pour passer des moments exceptionnels autour d'un repas, autour d'une grillade ou entre amis. Donc nous sommes là pour permettre au festival de bien se dérouler en accompagnant la logistique. Au dire des organisateurs, Cotonou Barbecue sera sans aucun doute l'attraction des vacances 2025. Les conditions sécuritaires sont réunies pour accueillir les plus de 10 000 festivaliers. L'événement sera lancé le jeudi 24 juillet prochain pour, au total, 11 jours de découverte culinaire et musicale. Comme un symbole, le premier matériel de fonction est remis par Elisabeth Poyon, première magistrate du Bénin. Ils sont au total 80 à recevoir leur toge, un ordinateur portable et le code d'éthique et de déontologie. La cérémonie consacre leur entrée solennelle dans la magistrature béninoise et sanctionne 2 ans de formation alliant théorie et pratique. Il vous a fallu vous soumettre aux rigueurs d'une première année académique de formation théorique à l'école avec 25 matières fondamentales et 11 thématiques de conférences, suivi d'un stage pratique programmé sur une 2e année. Cette sortie des nouveaux magistrats intervient après leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national dans les différentes juridictions, actées le 16 juillet 2025. Vous rejoignez l'une des plus nobles professions qui exige intégrité, impartialité, courage et dignité. Je vous souhaite tout le meilleur dans l'exercice de vos fonctions. Vous devriez éviter de tomber dans l'écueil de la routine, dont la conséquence la plus évidente est la sclérose intellectuelle. Vous devriez également garder à l'esprit, tout au long de votre carrière, qu'il est attendu de vous un savoir-être à toute épreuve. Le ministre de la Justice met l'accent, en ce qui le concerne, sur 2 valeurs cardinales. La première, l'intégrité morale, qui exclut l'intelligence partiale ou intéressée avec une partie au litige. La seconde, le respect du service, qui implique la ponctualité, la délicatesse avec le justiciable, le dévouement à la cause. Faites votre job honnêtement et laissez-vous grandir prudemment. Aux heureux du jour d'exprimer leur gratitude et de promettre. Nous sommes conscients des défis et de la responsabilité qui sont les nôtres. Fort de la formation reçue, nous nous engageons à exercer nos fonctions avec une plus grande dévotion et une profonde probité. Cette cérémonie précède la prestation de serment qui se fera la semaine prochaine, a annoncé le garde des Sceaux. Un important lot d'équipements aux communes, radios communautaires et commissariats de police des départements de l'Atakora et de la Donga. C'est un geste du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, PACOSO PEV LCT. Un projet du gouvernement béninois financé par les Pays-Bas et mis en œuvre par le PNUD dans le nord du pays. C'est ce qui explique, c'est l'appui que le projet apporte aux communes, commissariats et radios communautaires au regard des besoins exprimés par les différents acteurs. Ces appuis ne sauraient satisfaire tous les attentes, tels les défis
Ils sont très nombreux, mais nous estimons qu'il faut commencer quelque part pour pouvoir apporter notre soutien aux différents acteurs. L'objectif du Pacoso PEV LCT à travers ce appui logistique est donc clair. Renforcer le vivre ensemble au sein des communautés pour briser les barrières entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Une démarche qui s'inscrit dans la charte de gouvernance du développement du Bénin pour la paix et la cohésion sociale. Au regard des activités menées et des équipements mis à la disposition de nos populations, l'importance du projet n'est plus à démontrer. C'est pourquoi j'ai tenu à être présent à vos côtés aujourd'hui pour cette cérémonie de remise officielle. C'est l'occasion pour moi de raffermir l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec nos partenaires pour la consolidation de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Pacoso PEV LCT intervient dans 16 communes du nord du pays. Chacune d'elles recevra au total 100 chaises et des kits de connexion. Leur radio communautaire, des tables de mixage, enregistreurs plus micro. Leur commissariat de police, des kits de connexion Internet. Ces équipements ne sont pas de simples outils. Ils sont le symbole d'une confiance placée en nous, bénéficiaires, et d'une volonté partagée de construire un avenir meilleur. Nous nous engageons solennellement à utiliser ces matériels avec responsabilité et diligence. C'est par ce panel de discussion qui a mobilisé autour du ministre de l'Intérieur, chefs coutumiers et religieux, les maires, le préfet de l'Atakora et les cadres du PNUD que cette cérémonie a pris fin. L'association de développement Plewanou sacrifie à une tradition annuelle. L'organisation du jeu concours en oratoire a cappella dans l'arrondissement de Glodjibé. Une activité ludique d'interprétation musicale qui permet aux jeunes filles et jeunes garçons de passer de vacances saines avec des occupations utiles associées à des sensibilisations instructives. Ce jeu concours, au-delà d'un simple divertissement, c'est bien un terreau fertile où germent les graines de l'excellence et de l'innovation chez nos enfants, nos jeunes, gage d'une élite bien formée. Ici, sur l'esplanade extérieure de l'église catholique Saint-Pierre-Paul de Djibéaga, vont résonner durant plus d'un mois les voix vibrantes des élèves, étudiants et apprentis. L'occasion pour chacun d'eux d'acquérir des aptitudes en oratoire et d'améliorer leur diction et élocution. Par ailleurs, ce jeu les préserve de l'oisiveté des vacances qui conduit à de nombreux vices. C'est notre manière à Plewanou de contribuer à l'amélioration de la santé communautaire à Glodjibé et environ. Et chaque candidat en compétition, l'atteinte de ces objectifs nécessite du travail, des différents morceaux qu'on vous aura confiés. L'écoute du comité d'organisation, la discipline et le fair play. Le jeu concours a cappella Formule 5 est axé sur le thème leadership et l'engagement en association. Il est couplé avec des sensibilisations sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les grossesses non désirables et bien d'autres. J'ai connu l'association Plewanou en couche il y a 5 ans. Beaucoup n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, Plewanou a pris son envol. Et c'est le lieu de remercier le professeur Dangweme qui a rêvé et qui tenait à cela. Et ça a porté ses fruits. Au total, 40 jeunes venus de 14 villages de Glodjibé et arrondissements environnants participent à ce jeu concours de l'association Plewanou qui s'étend jusqu'au 30 août 2025. Durant 6 bonnes semaines, chacun des candidats devra se surpasser devant un jury averti afin de recueillir le maximum de points pour espérer se retrouver sur le podium final. Donc, c'était le bulletin d'information suivi en boucle ce matin, format assez spécial, vous l'aurez compris. Quelques soucis, notamment pour vous le rendre dans la forme dans laquelle vous le connaissez. Vous avez les excuses donc de Ingrid Day qui devrait vous le présenter. Allez, on va passer maintenant à notre page invitée de ce matin.
Ce matin, nous recevons Firmé Bekan, il est vice-président de PADEN Bénin. Monsieur Bekan, bonjour. Bonjour, Dr Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, PADEN Bénin, c'est une organisation un peu de journalistes, des hommes des médias au Bénin, née il y a quelques années. Et l'organisation était en assemblée générale élective samedi pour renouveler donc les instances dirigeantes de cette structure. Félicitations, en tout cas pour le chemin parcouru. C'est un nouveau bureau pour lequel... il y a de nouveaux défis et de nouveaux objectifs. Quels sont ces nouveaux défis et objectifs? Merci, docteur. Merci de nous avoir accordé cette opportunité et cette occasion de parler de la PADEN Bénin, la plateforme des acteurs promoteurs pour le développement des médias au Bénin est née. C'était en 2019. Elle a vu le jour. Voilà, ça fait pratiquement 6 ans. Et fidèle à nos tests, nous avons tenu le 19 dernier notre 3e assemblée générale qui nous a permis de faire le tour d'horizon, de revisiter le chemin parcouru jusqu'à ce niveau et de renouveler le bureau dirigeant de la PADEN Bénin. Vous avez donc de nouveaux objectifs? Bien sûr, bien sûr. Bon, les objectifs n'ont pas changé en tant que tels, mais nous les avons corsés, nous les avons enjolivés, nous les avons enrichis pour aller encore plus loin. Alors, la PADEN Bénin, c'est quoi? C'est d'abord cette association qui regroupe, comme on l'a défini, les acteurs des médias. Les acteurs des médias, qu'ils soient journalistes, graphistes, photojournalistes, presse en ligne, audiovisuel, tout le monde. Nous y sommes pourquoi? Nous y sommes pour mieux nous solidariser. Nous y sommes pour mieux nous entraider. Nous y sommes pour mieux défendre nos acquis, pour mieux protéger nos acquis. Nous y sommes pour travailler pour le bien-être social du journaliste. Docteur, vous n'êtes pas sans savoir que le métier que nous faisons, vous et moi, acteurs des médias que nous sommes, je ne suis pas sûr que nous sommes les mieux chaussés aujourd'hui. Ce n'est pas qu'au Bénin, il y en a, c'est ainsi un peu partout, mais je dois parler du cas de mon pays, puisque c'est là où je vis. Je suis béninois. Est-ce que nous sommes mieux chaussés? Ce n'est pas exactement ça. Si on va faire la comparaison, qui ne devait pas être la raison, je pense que vous posez la question à tout journaliste et vous demandez, il vous dirait que j'en voudrais mieux. On ne vit pas, on survit. Un peu partout. Oui. Allez, et ça fait plusieurs années quand même que votre organisation existe. Vous l'aviez dit, c'est pour mieux défendre les intérêts des journalistes. Qu'avez-vous fait ou réussi à faire en 6 ans d'existence? La liste est longue. Ah oui? La liste est longue. Et si je dois me mettre à vous citer tout ce que nous avons eu à faire, je ne suis pas sûr que le temps qui nous est accordé... On peut en citer déjà quelques-uns. Alors, je voudrais parler d'abord de rien que l'AG. L'âge que nous avons tenu la fois passée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des organisations fêtières qui existent au niveau de la presse, mais il n'y a qu'aujourd'hui on constate que ça somnole véritablement, mais il faut quand même se creuser, il faut quand même un mouvement, ce militantisme qui doit guider les journalistes, qui doit permettre aux journalistes de défendre leurs conditions de travail et de vie. À la PADEN Bénin, nous avons pu, il y a 1 an, élire un conseiller à la HAC en la personne de Basile Chibozo. Tout récemment, nous avons célébré l'an 1 de Basile Chibozo, de son élection à la HAC. Si je prends simplement la célébration de l'an 1, il y avait des activités, des actions que nous avons menées dans le cadre de cette célébration. Je veux parler par exemple des dons de sang que nous avons eu à faire. Et quand au cours de notre conférence inaugurale de l'événement, nous avons invité des responsables de la transfusion sanguine qui nous ont dit que dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux aujourd'hui, il y a un manque criard de ce liquide précieux pour sauver des vies humaines. On dit, tiens, c'est une occasion. Journalistes, au-delà du micro et du papier,
et de tout ce que nous avons aujourd'hui comme digital. Donnons un peu de notre sang pour sauver des vies humaines. Nous avons eu à le faire. Nous sommes allés à un orphelinat où on a fait des dons. Nous sommes... Mais ça, c'est des œuvres sociales, concrètement au profit des acteurs des médias. Nous voulons savoir ce que vous nous apportez. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas orphelin, dans un orphelinat. Docteur Tanguy, vous tirez ma langue. Je vais vous le dire tout en contournant un tout petit peu le mieux. Il y a exactement, nous ne sommes plus dans le cas de 72 heures, vous avez entendu une situation concernant un journaliste, le directeur de publication de la Boussole, notre ami, camarade, membre de la PADEM Bénin, qui avait eu quelques soucis avec la justice. Et soi-disant, nous saluons la clairvoyance de nos hommes antojounois qui ont su lire l'article, je pense, 310 de notre code, qui dit clairement qu'on ne peut plus mettre même en garde à vue aujourd'hui un journaliste. Mais Cosma a vécu un enfer. Faut-il le dire, parce que de la façon dont on l'a transporté de Parakou jusqu'ici. De Parakou à Cotonou. Mais comme un seul homme, la PADEM Bénin s'est mobilisée. Vous ne pouvez pas savoir. Des réunions en ligne, des contacts. Est-ce que c'est parce que c'est un membre de PADEM Bénin? Pas du tout. Il n'y a que des actions qui ont été menées. Et donc, nous avons, par exemple, assisté beaucoup de confrères, que ce soit au CNHU, à l'OMEL, dans les hôpitaux, nous en avons assisté. Je ne vais pas me mettre ici à citer ce cas-là parce que ce que la main gauche fait, la main droite ne peut pas. En réalité. À la PADEM Bénin, tous ceux qui ont connu des événements malheureux ou heureux ont été visités, ont été assistés. Vous avez votre anniversaire, nous sommes là. Vous avez un problème, pépin de santé, nous sommes là. Le mien arrive bientôt. J'espère que j'aurai de bons cadeaux de vous, en tout cas au niveau de... Il suffit de nous le dire et nous serons là. D'accord, je vous informerai officiellement, il n'y a pas de souci. Alors, c'est une organisation qui a 6 ans. Vous naissez dans un monde où il y a quand même d'autres organisations qui existaient. Est-ce que ce n'est pas venu pour fragiliser un peu les organisations, mettons, du monde des médias qui existent déjà? Lesquelles? L'UPMB par exemple, ou le CNPA-Bénin par exemple, c'est des organisations qui sont en tout cas à la tête, je dois dire, des professionnels des médias et qui tiennent plus ou moins leur vie. Bon, je vous demanderai d'enlever vos lunettes et de regarder un peu plus. Je ne vous verrai pas, justement. En réalité, non, pas pour les fragiliser, mais au contraire pour les renforcer. Ok. Nous sommes là pour les renforcer parce que nous avons, si vous prenez les statuts, nous avons constaté que ça dort. Ça dort. Le militantisme aujourd'hui... Il fallait les réveiller, il fallait rentrer dans le PMB. Mais nous sommes dans le PMB et les réveiller. Ben, vous et moi, vous savez que vous êtes secrétaire général de l'ODEM, j'en suis le vice-président. Nous avons... Vous prenez la PADEM comme notre école où nous apprenons le militantisme que nous mettons au profit des organisations fêtières dont vous parlez. L'UPMB, c'est l'association, sinon l'union des professionnels des médias. Des professionnels des médias. Nous avons plein de journalistes avec nous. À la 3e Assemblée générale la fois passée, nous avons reçu encore plus d'une vingtaine d'adhérents. Plus d'une vingtaine d'adhérents, ça veut dire quoi? Que ça vit ici chez nous, ça vit chez nous. Nous allons travailler, nous allons tout faire pour donner un peu de cette vivacité à l'UPMB, au CNPA. Nous allons le faire. Et nous ne sommes pas là pour les fragiliser, mais nous sommes là pour les renforcer, les dynamiser et les aiguillonner pour que cela puisse aller comme sur des roulettes. Une dernière question sur cet aspect, avant de changer de sujet. Vous avez pu faire élire, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, un de vôtres à la HAC, à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la personne de Basile Chibozo. Après un an, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? À la PADEM Bénin ou... À la HAC. À la HAC. Parce qu'il est là-bas, pas au nom de la PADEM. Non, nous avons contribué à son élection. Justement, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Là, il est devenu conseiller pour toute la presse, toutes tendances confondues. Qu'est-ce qu'il nous a apporté de nouveau? La nouveauté. La HAC existe depuis, et ils sont à la 9e mandature, si je ne m'en trompe. 7e mandature, si je ne m'en trompe, c'est ça, hein? Oui. 7e mandature, voilà. Quel conseiller vous avez vu et qui a promis aux acteurs des médias, à ce mandant, que je viendrai vous rendre compte, même s'il a dit les circonstances
n'ont jamais permis cela. Mais il n'y a que Basile Thibozo, conseiller élu à la HAC, qui a promis au cours de la campagne que si vous m'accordez votre suffrage, je reviendrai régulièrement vous rendre compte de tout ce que nous avons eu à faire là. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons célébré la 1. Au cours de cette célébration, sinon au nombre des activités marquant cette célébration, il y a eu surtout la reddition des comptes. Nous l'avons fait. À Cotonou, nous l'avons fait. À Porto Novo, il y a eu la reddition des comptes, tout ce qu'ils ont eu à faire en notre nom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Mais vous n'avez pas vu comment c'est fluide maintenant. Lorsque vous voulez avoir votre carte de presse, vous n'avez plus besoin d'aller faire les rangs. Vous pouvez faire. C'est en ligne, mais on n'a pas encore fait l'expérimentation. Les choses sont en train de se mettre progressivement en votre place. carte est expirée. Si c'est expiré, faites la demande tout de suite en ligne. Quand vous prenez la décision, la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, qui parle plus de la carte de presse, il y a des nouveautés qui sont rentrées dedans. Absolument. Soit disant, je salue le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, notre confrère, Edouard Leco. Je le dis avec fierté, c'est la HAC dans la main des sachants et des connaisseurs. Cette HAC-là, c'est pour nous. Quand je dis c'est pour nous, Edouard Leco, il est journaliste. Basile Thibozo, il est journaliste. Il y a plein d'autres journalistes. C'est pour nous, cette HAC. C'est Oussou. Oussou Armand, Bagandé, ils sont là, nos conseillers. Eh bien, vous voyez comment ça change. La HAC aujourd'hui, ce n'est plus ce couvent où vous ne voyez pas. Donc ce n'est pas à mettre uniquement l'actif de M. Basile Thibozo. Non, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Ce que je dis, c'est toute une équipe. Toutes les réformes déjà réalisées, c'est à mettre à l'actif de toute l'équipe de la HAC. Cette mandature, ce n'est pas que Basile Thibozo seul. Nous avons eu la chance d'envoyer Basile Thibozo, qui a promis que quand je serai là, je viendrai vous rendre compte de ce qu'il est en train de faire avec détermination, ce qui nous permet de savoir comment est-ce que cette HAC fonctionne, et nous sommes fiers aujourd'hui de constater, de saluer, d'applaudir toutes les réformes qui sont en train d'être opérées. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi autant de médias fermés, notamment en ligne, tout ça? Il a expliqué. Docteur, ici, là, pour exister, vous devez remplir certaines conditions, n'est-ce pas? Lorsque vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pouvez pas exister. Les médias qui ont été fermés, pour la plupart, il y en a qui n'avaient pas rempli la condition de l'existence légale. Si tel est le cas, ils ne pouvaient pas être là. Mais ceux qui ont fermé pour des fautes professionnelles, vous avez vu, on en a rappelé là, on en a rouvert déjà. Tout se passe de façon professionnelle pour le bien-être de nous tous. Si la clé qui doit ouvrir la porte du bonheur se trouvait dans la main de cette HAC là uniquement, on serait déjà au paradis, vous voulez dire. Même si on n'est pas encore au paradis, je pense que nous serons rentrés déjà dans l'avion qui devrait nous y conduire. Dis donc, je ne savais pas qu'il y avait une compagnie aérienne qui travaillait justement. Non, c'est de la métaphore, nous sommes en train d'utiliser, docteur. Allez, on va changer de sujet de discussion. On va parler un peu des défis du monde des médias aujourd'hui. On a l'impression que, en tout cas, les journalistes, c'est comme de petits poulets qu'on peut aller saisir rapidement dans un poulailler. Quand peut-être leur cocorico ennuie chaque matin. La preuve, et vous aviez cité un cas récemment, l'arrestation d'un directeur de publication au mépris même des tests qui existent et organisent justement la profession. Quelle analyse faites-vous de l'état du respect de la liberté de presse aujourd'hui au niveau de PADEM Bénin? Au niveau de la PADEM Bénin, c'est que justement nous avons constaté qu'il faut renforcer les liens pour dire non à ce genre de pratiques. Pour dire véritablement non à ce genre de pratiques. On ne peut plus arrêter aujourd'hui un journaliste parce qu'il a diffamé. Ce n'est pas possible. Son interpellation ne respectait pas les règles de l'art. Et ça pose problème. C'est pourquoi nous avons dit ce n'est pas bon. Et comme ce n'est pas bon, nous avons su jouer le jeu pour que
le problème puisse trouver des solutions. Nous avons beaucoup travaillé dans l'ombre. Mais à la fin, c'est le journal qui présente des excuses publiques. On a bien l'impression que aller le saisir comme on l'a fait était la meilleure méthode pour avoir le résultat. Oui. C'est une humiliation. C'est une véritable humiliation. Tout de suite, nous n'avons pas voulu aller déplumer la volaille à la faveur du vent. Nous avons voulu d'abord obtenir la libération et la libération totale du journaliste. Le reste, comme vous êtes en train de le dire, nous allons continuer le combat pour que plus jamais cela ne se reproduise. Plus jamais, au lendemain, sinon à la sortie, quand de la conférence des forces vives de la nation en février 90, on a accordé à la presse, au même titre que d'autres organismes, on a dit la presse est le 4e pouvoir. Oui. Mais bien sûr que nous-mêmes, nous avons notre part là-dedans aujourd'hui. Mais est-ce que les acteurs, les politiques, tous ceux qui restent, ils accordent, pas eux tous, dans tous les cas, ils accordent à cette presse-là ce pouvoir le 4e. C'est une question qui est voilà, posée. Et cela, justement, introduit, je dois dire, la question de la révision du code du numérique. C'est une urgence. Qu'est-ce que vous faites au niveau de Padam Bénin pour que les députés s'y penchent? Le sujet est déjà sur notre table et nous venons d'avoir un nouveau bureau à la tête duquel il y a Hilarion Kenyon. Nous sommes en action avec vivacité pour aborder le sujet. On avait commencé par l'aborder déjà, mais l'organisation de notre AG nous a pris un peu de temps, nous l'avons fait, mais dans les tout prochains jours, vous allez entendre, nous allons en parler. C'est une urgence, c'est une véritable urgence aujourd'hui de retoucher au code du numérique. Sinon, ça ne va pas. Ce code-là, aujourd'hui, est une épée de Damoclès qui plane à la tête de chaque journaliste. Et si ça se passe comme ça, ce n'est pas bien. Et justement, c'est parce que le code, même en son sein, souffre d'anachronisme qu'on assiste à ce genre de situation où on s'en va même interpeller un journaliste au siège de la HAC. Ça, je ne sais pas. Il faut être au Bénin pour vivre ça. Il faut être au Bénin pour entendre ça. Autre sujet, que disent les membres de Padam Bénin face aux difficultés de suivi des entreprises? Vous n'êtes pas sans savoir, c'est compliqué pour les organes de presse aujourd'hui. Docteur, dès que pour exister, vous devez être comme des gérants de quincaillerie, de brasserie, tout le problème est là. Qu'est-ce que vous vendez? L'information. Vous la quantifiez comment? Comment est-ce que vous arrivez à quantifier cette information que vous vendez? Vous le vendez à combien le kilo? Vous le vendez à combien le mètre carré ou le mètre linéaire? C'est un problème. Alors, le véritable problème, c'est que le journaliste vit très mal, et n'arrive plus à exercer dans toute liberté son métier. Pourquoi? Le ventre affamé n'a point d'oreille. Et il y a beaucoup de contingences, beaucoup de situations qui conduisent le journaliste même dans des situations, permettez-moi cette tautologie pour m'exprimer, dans des situations inexplicables. Mais vous êtes journaliste, vous travaillez dans un organe de presse, vous êtes employé. Votre employeur, pour pouvoir vous payer, doit pouvoir tirer les profits des services vendus. Mais il va quoi? Il va quoi aujourd'hui? Quand vous prenez la presse en général aujourd'hui, ce n'est plus comme dans le passé où vous avez les insertions publicitaires, vous avez les publics reportages. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a de cela quelques années, pour avoir une équipe ici à Canal 3, il fallait baver. Il fallait batailler. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Mais pourquoi ça ne devait plus être le cas? C'est un véritable problème. Et pour trouver la solution,
à ce problème, c'est que nous devons nous mobiliser comme on est en train de le faire à la PADEM Bénin. Nous devons nous mobiliser pour pouvoir parler d'une seule voix et dire non, ça ne va pas. Et j'ai pas l'impression que c'est une urgence, hein, puisque même l'aide de l'État à la presse, on n'en parle pas. Alors que justement, vous le dites, c'est notre RAC, puisque elle est dirigée par un journaliste. Alors, pourquoi est-ce que ça traîne? Enfin, pourquoi est-ce que ce n'est pas encore là? En fait, l'aide de l'État, vous avez dit aide de l'État. Ce n'est pas la RAC directement qui prend l'argent. C'est chez elle qu'on allait chercher l'argent. Bien sûr, c'est chez elle, mais il faut que l'État central puisse mettre à la disposition de cette RAC-là. Qu'est-ce qu'elle fait pour aller voir l'État central? C'est un problème. Pour que c'est notre pont pour aller chercher. Mais à l'avènement du pouvoir qui est là, ça fait bientôt combien d'années? Un peu plus d'un an, 2 ans à peu près. Non, je ne parle pas du mandat actuel de la RAC. Je parle du gouvernement. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. L'aide de l'État a été suspendue. Immédiatement après leur venue. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a des raisons qu'on peut donner, qu'un père de famille peut donner en affamant? Je viens. Mais depuis que la RAC est là, et que Basile Chibozoï, en affamant ses enfants, sa famille, et que ça va faire la joie de cette famille-là, quelle que soit la raison que ce père de famille va donner pour dire parce que vous avez manqué de faire vos travaux domestiques, parce que vous avez manqué de faire ceci, je vous affame. Je vous affame. Hein? On a fait le sevrage à un moment où on ne s'y attendait pas. Et ce sevrage qui continue jusqu'à maintenant. La preuve. Le problème est à un niveau. Lequel? Il ne faut plus regarder la presse comme l'appendice, la 5e roue de la carrosse. Non, ce n'est plus ça. On ne doit pas le faire. Il n'y a pas de démocratie sans presse. Mais ce serait à partir de vous-même en tant qu'acteur de médias. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Les Ivoiriens disent qu'on ne vous achète qu'au prix que vous fixez. Voilà. Et il y a en notre sein que nous reprochons des choses. Nous devons laver l'écurie en notre sein. Mais il y a également que l'État central doit pouvoir jouer son rôle. À aucun moment, on ne nous a pas dit que la ligne budgétaire consacrée à cette aide-là a été supprimée. Le budget qui est voté chaque année, vous regardez dedans, je pense, à moins qu'on nous dise qu'on a supprimé cette ligne, ça n'a pas été supprimé. J'étais avec un confrère sénégalais la fois passée, on en discutait dans le cadre d'un séminaire international. Il nous dit, au Sénégal, à Dakar tout près, au Sénégal, l'aide qu'ils reçoivent, ça fait pour le 2025, ce qu'ils ont voté, pour eux, ça fait 2,6 milliards pour l'année. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Je ne dis pas de nous amener la même chose ici. Mais pourquoi le peu dont nous avons droit, nous ne l'avons pas? Ceux qui doivent le donner, qu'ils libèrent les dés. Ils n'ont qu'à libérer les dés. Certes, il y a des choses que nous nous reprochons. Mais je donne un exemple. Ce n'est pas parce que vous êtes père de famille et vos enfants ont commis des impairs. Certes, vous les punissez-les. Mais au même moment, la sagesse nous recommande dans la Bible comme dans le Coran, dans une main lorsque vous avez le bâton, dans l'autre main donnez la carotte. Pour que les enfants que nous sommes pour... Mais nous avons tous la nationalité béninoise. Si les acteurs de la culture continuent d'avoir leur milliard culturel, que les journalistes aussi puissent avoir l'aide de l'État à la presse. Firmin Beka, vice-président du PADEM Bénin, merci d'être passé sur la Merci, docteur. Je vous vois prendre votre envol, il vaut mieux que je vous amène. Vous voulez me bloquer à la métaphase 2. Merci en tout cas de passer par ici. Quand même de nous avoir Allez, très bonne journée à vous et bonne chance à votre équipe à la tête de PADEM Bénin. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, voici maintenant les informations sportives. Je vous rappelle que lors de nos débats, nous allons parler de la vie au niveau donc des universités publiques du Bénin, publiques et privées bien évidemment, en nous projetant sur l'année académique 2025-2026. Pourquoi? Parce que l'examen du baccalauréat 2025, il y a eu plus de 70% de taux de réussite. Une bonne démographie à attendre en tout cas dans ces centres de formation de niveau supérieur. Qu'est-ce que ça va donner? Ce sera donc nos sujets de discussion tout à l'heure.
Et voici les sports ce matin avec Candide. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. On démarre ce matin par le championnat national des moins de 15 ans. Et vous dites que la phase finale a pris son envol, c'était le vendredi dernier. Oui, depuis la fin de la semaine écoulée, le Zoo accueille justement la phase finale du championnat national U15 qui réunit les 12 meilleures équipes issues de la phase départementale. Plusieurs matchs ont déjà été joués au cours des 3 premières journées de compétition simultanément au stade Paulin Tomalaga de Boycon et au stade Omnisport de Goro. Pour le compte de la première journée, Académie Saint-Louis s'est incliné 0-4 devant l'association sportive de Ramsès. Planète Foot est venu à bout de l'équipe de BFAB FC. 4-3, 1-3 pour la défaite de l'AS Laga devant l'équipe de Kalala et puis Massorbou à Corbet-les-Chines, 1-2 devant l'équipe de Flamme d'Afrique. Pour le compte de la deuxième journée, USZ s'est incliné 1-5 devant l'équipe de l'AS Lagat. Centre d'excellence de football de Misrete et Massorbou ont partagé le point. Au bout d'un score nul d'un but partout, Azak s'est imposé 1-0 à l'équipe d'Académie Saint-Louis. Même score pour la victoire de Planète Foot devant l'équipe d'Académie Simoué. Pour le compte de la troisième journée sur la deuxième partie du tableau, Kalala s'est imposé par un score sans appel de 6-0 à l'équipe de l'USZ. Flamme d'Afrique à Corbet-les-Chines 0-2 devant l'équipe du Centre d'excellence de football de Mistrete. L'AS Ramsès et Azak ont partagé le point au bout d'un score nul d'un but partout. Et puis Académie Simo s'est imposé par un score de 3-0 à l'équipe de BFAB Football Club. Après ces 3 premières journées, la compétition se poursuit ce lundi avec les matchs des quarts de finale à 8h30 au stade Paulin Tomalaga. À Boycon, le centre d'excellence de football de Misrete va disputer la première rencontre avec l'Académie Simo à 10h sur les mêmes installations. Planète Foot va en découdre avec Flamme d'Afrique à 15h. Azak Football Club va défier AS Lagat au stade Omnisport de Goro. Et à 17h, Tanguy Kalala sera reprise avec l'AS Ramsès. Bien reçu. Allez, on va parler un peu des guépards, notamment des moins de 17 ans, un peu plus, légèrement plus âgés que ceux dont vous venez de parler. Ils ont bouclé en fin de semaine écoulée leur premier stage de préparation pour les éliminatoires de la CAN de leur catégorie. Les éliminatoires qui vont se jouer zone par zone et au niveau de la zone UFOA B, elles vont se dérouler du 11 au 26 septembre 2025 au Nigeria et en prélude au tournoi qualificatif, les guépards U17 du Bénin ont entamé les préparatifs durant une semaine pleine de travail. Au cours du premier stage, le sélectionneur national Ibrahim Da Silva et son encadrement technique ont répété les gammes en vue de choisir les éléments qui vont défendre la colonne nationale dans quelques semaines à Abuja au Nigeria. Un stage ponctué de quelques matchs amicaux dont le premier s'est soldé par une défaite 1-0 face au U18 scolaire béninois et le quatrième et dernier match test qui a sanctionné la fin de la mise au vert a permis au poterier du coach Ibrahim Da Silva de mener la U20 de l'Académie TSB de Cotonou par un score de 2-1 après 4 matchs amicaux livrés. Les guépards U17 en ont perdu 2, notamment face à l'Est Lagade 2-0 et face à l'équipe U18 scolaire 1-0 et ils ont connu un nul de 2 buts partout face à l'équipe de l'Est Lagade en match retour et une victoire pour la dernière rencontre face à l'équipe de TSB de Cotonou. Ainsi, le staff technique a eu le temps de voir justement une centaine de joueurs venus de tous les coins du pays et même au-delà des frontières nationales. Et afin de conformer aux exigences de l'IRM, tous les joueurs présélectionnés par le staff technique à l'issue de ce stage seront conviés dans les prochains jours pour passer les examens médicaux, notamment l'imagerie par résonance magnétique IRM qui constitue l'étape sans laquelle aucun footballeur de la catégorie des moins de 17 ans ne peut être éligible pour le tournoi. Et le médecin de l'équipe est instruit à cet effet de prendre contact avec les responsables concernés pour cet exercice. Et pour les prochains stages, une liste de 25 joueurs a été apprêtée parmi la centaine passée en revue pour aller au test de l'IRM. À ceux-ci, environ 5 joueurs évoluant dans la sous-région vont s'ajouter, et ceux de l'Europe, pour justement permettre aux sélectionneurs de sortir la liste définitive des guépards U17 qui défendront les couleurs nationales à Abuja au Nigeria au mois de septembre prochain. Et puis à Accra au Ghana où se déroule le tournoi FOAB
des moins de 20 ans, pardon, les Guépards juniors sont déjà éliminés de la compétition, mais elle se poursuit. Les demi-finalistes se sont déroulés hier avec fortune diverse pour les différentes équipes. Dans la première affiche, les Flying Eagles du Nigeria ont obtenu leur ticket face aux Menaces Juniors du Niger. À la fatidique séance des tirs au but, le match a été âprement disputé et s'est soldé par un score nul et vierge. Il fallait aller à cette épreuve des nerfs pour départager les deux équipes et c'est le Nigeria qui sort vainqueur avec 4 tirs réussis contre 3 pour le Niger et s'offre le premier ticket de la finale. Dans la seconde demi-finale, la Côte d'Ivoire s'est réveillée d'un sommeil plus ou moins profond pour ceux ici en finale. Après avoir concédé l'ouverture du score dès les premières minutes de la rencontre, les Éléphantaux de la Côte d'Ivoire ont rétabli la parité sur pénalty à la 12e minute de jeu avant de passer devant à la 70e minute de jeu. Ils s'imposent par un score de 2-1 et à 7 à la finale. La finale de cette édition 2025 du tournoi FOAB U20 garçons 2025 qui va donc opposer les Flying Eagles du Nigeria aux Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Mais avant, la petite finale va opposer le Ghana au Niger. Est-ce qu'on peut parler des dames? Oui, allons-y. Certes, les nôtres sont bien loin de cette actualité que je vais évoquer, mais c'est en tout cas pas une bonne raison de ne pas l'évoquer. Au Maroc, par exemple, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines ont pris fin ce week-end. Oui, avec fortune diverse pour les 8 équipes encore en course pour justement le trophée de cette édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tient au royaume chérifien, le Nigeria. Nation la plus titrée de la compétition, s'est offert une victoire 5-0 devant l'équipe de la Zambie pour se hisser en demi-finale. Le Maroc s'est imposé par un score de 3-1 pour rejoindre le Nigeria à l'étape des demi-finales. Dans les deux autres rencontres, les matchs sont allés aux fatidiques séances des tirs au but. Le Ghana s'est imposé à l'équipe de l'Algérie après un score nul au terme du temps réglementaire. Il fallait justement que les Black Queens du Ghana s'imposent par un score de 4 tirs réussis contre 2 devant leurs homologues de l'Algérie pour ceux ici en demi-finale. Et puis l'Afrique du Sud, tenante du titre, s'est imposée par 4 tirs réussis contre 1 à l'équipe du Sénégal après donc un score nul et vierge au terme du temps réglementaire. Et pour l'étape des demi-finales, les 4 équipes qualifiées sont entre autres le Maroc, pays hôte, le Nigeria, l'Afrique du Sud et puis l'équipe du Ghana qui vont accéder justement à cette étape de la compétition. On va parler des plus jeunes. Pas des plus jeunes, mais plutôt du football, du mini-football. Mini-football. Eh bien, ce football qui se joue justement au petit format, les Guépards mini-footballeurs ont terminé leur compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. À Derna, en Libye, la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football 2025 se poursuit avec les Guépards qui sont déjà out. Une toute première participation à la grande messe du football de mini-football continental en 4 éditions qui a tourné court pour la sélection béninoise mais qui se termine sur une bonne note en 3 matchs disputés en phase de groupe. Le Bénin s'en sort avec 2 défaites, 4-1 contre le Maroc, 1-0 contre le Ghana. Et pour sa 3e et dernière sortie de la phase de groupe, le Bénin s'est imposé par un score de 2-0 au Cameroun. Victoire pour l'honneur car la qualification s'était déjà envolée après les 2 premières défaites des Béninois. Même si les Guépards mini-footballeurs sont éliminés, ils vont rester en Libye jusqu'à la fin de la compétition comme l'ont demandé les organisateurs du tournoi. Et les pays qualifiés pour l'étape des quarts de finale de cette édition sont la Libye, pays hôte, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Tchad, le Ghana, la Tanzanie et la République de Guinée. Allez, on change de discipline. On va parler maintenant de sport de main. Et on revient au plan national. La phase préliminaire du championnat professionnel de handball a pris fin ce week-end. Clap de fin pour la phase préliminaire du championnat professionnel de handball du Bénin saison 2025. Une phase réservée aux clubs nouvellement inscrits en catégorie professionnelle et celles n'ayant pas atteint les playoffs de la saison 2024. Et au terme de celle-ci, c'est Énergie Handball Club qui finit vainqueur chez les hommes avec sa victoire en finale 33-24 face à l'équipe des académiciens. Les électriciens d'Énergie Handball Club et les académiciens décrochent les 2 tickets chez les hommes pour la phase intermédiaire du championnat qui s'annonce encore plus électrique. Chez les dames, par contre, au terme donc du premier tour, Volcan valide son ticket pour rejoindre les 5 meilleures équipes de la saison 2024 pour disputer la phase intermédiaire. Il s'agit de Flowers CNSS, Aspark Handball Club,
Adidja Handball Club à ce modèle et Flambeau Sporting Club. Avant la phase intermédiaire, les férus du handball vont d'abord assister à la première phase de la Ligue Africa, de la Move Africa League Pro, dont le tirage au sort a été effectué en fin de semaine écoulée pour le positionnement du top 6 des clubs chez les hommes. En première position, on retrouve l'équipe des Buffles du Borgo, Buff Handball Club, et puis Adidja Handball Club vient en deuxième position. Flowers CNSS en troisième position, ASEC Handball Club quatrième, positionné quatrième, ASPAC Handball Club cinquième, et puis en sixième position, on retrouve l'équipe d'Assaut Modèle pour les hommes dans la poule unique. Et chez les dames, on retrouve en première position l'équipe de Flowers CNSS, Assaut Modèle, ASPAC, Adidja Handball Club, et puis Flambeau SC respectivement deuxième, troisième, quatrième et cinquième donc de ce niveau. Tanguy, finissons par la discipline de la balle à la raquette. Les Amazones du Bénin terminent quatrième à la Billie Jean King Cup du tennis à Kigali au Rwanda. Il s'agit de l'équivalent de la Coupe Davis Zone Afrique chez les dames et le tournoi a réuni plusieurs nations africaines durant plusieurs jours en terre rwandaise, dont le Bénin. À la fin, les Béninoises terminent quatrième du tournoi et pour la dernière journée de compétition, les Amazones ont enregistré une victoire sans appel devant le Sénégal 3-7-0. Stéphanie Ncha a survolé le premier 7-6-1 avant que son adversaire Farkri n'abandonne pour cause de blessure. De son côté, Gloriana Naoum a confirmé la forte impression laissée auprès des observateurs en battant son adversaire 2-7-0, 6-0, 6-2. La paire béninoise des numéros 1 et numéro 2 national Eliazar Onfoga Pascaline Victoire a terminé le travail en battant la paire Mendy Crossetti 6-1, 7-6. Les Amazones terminent la compétition donc sur une belle note pour une première participation en fichant ainsi leur volonté de passer le groupe 3, faut-il le souligner. Seul le Cameroun, vainqueur du tournoi, a pu difficilement battre le Bénin malgré l'absence de son numéro 1. Gloriana Naoum retardé au tournoi ITF W35 de Hillcrest en Afrique du Sud. De belles perspectives s'ouvrent donc désormais pour l'édition prochaine où elles auront à jouer leur carte. Allez, on va s'arrêter ici ce matin. Bien fourni votre menu, diversifié aussi. Merci beaucoup Candide pour cette page des sports. Ce soir, on va se voir certainement. Oui, à partir de 21h où on revient sur la participation des Guépards U20 au tournoi FOAB à Accra au Ghana. Une nouvelle élimination en phase de groupe pour la sélection junior du Bénin. Qu'est-ce qui se passe au sein de la tanière des Guépards U20? On va débattre de tout ceci ce soir à partir de 21h et faire justement un gros plan sur la préparation des athlètes U18 dans plusieurs disciplines qui s'activent pour les premiers Jeux scolaires africains. Au-delà de ça, plusieurs autres disciplines vont s'inviter au rendez-vous ce soir, notamment la discipline du tir à l'arc où les 16e championnats nationaux se sont déroulés en fin de semaine écoulée. Ce soir donc à 21h, moi je serai devant mon écran pour vous suivre depuis chez moi. Très bonne journée. Merci. Et bonne concentration. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer maintenant de suivre le magazine ce matin et je vais vous amener découvrir un artiste assez spécial. C'est un artisan pour être plus précis et il s'investit dans la fabrication de meubles. Sa singularité parmi les autres artisans, c'est qu'il est handicapé visuel. Mais alors, comment est-ce qu'il allie son handicap à son métier et comment est-ce qu'il s'organise pour vous proposer en tout cas des meubles très importants et de jolis dans les formes que dans les couleurs? Élément de réponse dans cette petite réalisation. Voici Franck qui nous accueille aujourd'hui chez lui à Djefa, un quartier populeux de l'arrondissement principal de Sénékoudji. On peut bien le deviner, Franck est handicapé visuel. Être handicapé n'est pas une fatalité. Quand on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses. Franck ne nous invite pas chez lui pour se plaindre de sa condition, mais pour nous découvrir des merveilles. Il s'agit de ses conceptions d'art. Le quadragénaire s'adonne depuis quelques mois maintenant à la fabrication de meubles en bois.
Bon, dans ça, au fil de fil, dans ça, au restaurant, dans ça, au hôtel, dans ça, au piscine, dans ça, au salon. Bon, là, voir l'eau et sur pied. Nombreux kéridons, nombreux tablés, nombreux chaises, nombreux tables. Franck n'est pas né handicapé. Et ce boulot est devenu sa passion par la force des choses et sur un coup du destin. Franck rêvait en effet d'un autre métier qu'il apprenait déjà, avant le coup d'arrêt du sort ce jour-là. D'ailleurs, mécanicien est mis d'ailleurs. Bon, pour accident de circulation, pour aller dire à l'état au ville, un accident, le bel ici niveau fini, pour jaillir au bas nous concaouer. Donc 2 ans après, nous avons dit tout cas dominique, nous y Bethesda, au traité nous avons docteur de dormir au Guyan, donc il y a 112 000. Il y a un clone nous avons pour la masse quoi bon, il y a 212 000, il y a un clone nous avons pour raconter non. Donc nous avons cadeau tant de mois en bon, mais la gloire nous bon, on rodé au caca et pas bien temps. Enfant unique et orphelin de père et de mère très tôt, Franck a failli tout abandonner à cette étape de sa vie, éprouvé par cet énième coup du sort. Mais très vite, il va reprendre la lutte, trouvera par lui-même un centre de formation pour handicapés et choisira d'apprendre un métier plutôt qu'à lire et écrire pour des diplômes académiques. La sœur responsable à l'époque, la sœur Marie-Pascaline Pessot, lui demandait pourquoi veux-tu faire le métier de l'artisanat, que d'abord il devait aller faire l'écriture braille et savoir écrire et lire. Il a dit miette, que lui n'est pas dans ce schéma-là. Bon, la sœur nous a appelés pour lui prodiguer des conseils, que c'était d'abord l'écriture qu'il devait apprendre. Bon, on a tout dit, il était dans sa ligne droite. Au bout de quelques années, Franck va sortir avec son diplôme de fin d'apprentissage et conçoit et propose immédiatement un partenariat avec des menuisiers qui lui fournissent des cadres de meubles selon son imagination et ses inspirations. Supposons que dès là, 2 mètres, longueur 2 mètres, largeur 90, elle va avoir des dévouements, nombre 2 mètres 25. Elle a une t-shirt, 2 mètres 25, elle a une t-shirt. Elle voulait avoir des flancs 1 mètre 80 sur 85. Elle a une 6 chaises. Elle va avoir des refins 30 sur 50. Voilà, 4 chaises. Donc, elle est longueur de mes ziwa kabi, les badou et des mes ziwa ouais, il y a un point de temps. Lève-toi, bouge-toi, n'attends pas que ça vienne du ciel. Non, 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 non. Table de condé d'ailleurs. Elle est 2 mètres. Et l'autre, longueur tombe 1 mètre 80. Largeur 85. Donc, elle a une chaise à isin. Ton table d'or et ouais mais nous bon clé et pour dire mais na zehami bon mais na développer ou les donner un pont vitre à mon rayon do couleur le quoi do couleur ko quand de l'autre tente mais on est soit le quand l'autre tente maintenant des wa nous do la ziza mais on est si je peux tu peux aussi n'attends pas que ça vienne du ciel. Lève-toi, bouge-toi. Table le nyamblo fin table quelle est fini mon nyamblo 3 jours. Dès qu'on les finit, il faut un vitre, il a menuisier na mesurer vitre. On a un vitre, on a posé demain. Et voilà, bon, on a son, on a neuf fini. Bon, nous voyons soit nous là, bon, mon c'est d'eau. Non, il a un jour la maison. Pour s'attirer la clientèle, le jeune artisan profite de l'opportunité de l'Internet et l'exposition que favorisent les réseaux sociaux. Il devient alors son propre agent commercial et décroche ses premiers clients. Mais non, les réseaux sociaux disent, mais non, les réseaux sociaux disent,
Ile no to afọ na bo no ah no ele enyo no kunche me mi no aba ho. Pato gosin kaka ni ame. Bo aba ho. Anta wa. Ni ame wa gosin. Bo aba ho. Aujourd'hui, il faut dire que sa vie est plaisante parce que s'il a besoin d'acheter quelque chose, il peut l'acheter facilement, sans même demander à qui que ce soit. Sans demander à qui que ce soit. Mais nous, on est obligé d'attendre X ou Y de nous donner pour que nous puissions joindre les deux bouts. Si ces promotionnaires peuvent parfois l'envier, la vie au fond de Franck n'est pas si rose. Il faut bien se battre au quotidien. Et parfois, il lui arrive de manquer de force, d'avoir le moral à la plante du pied. Mais comme il est tout seul au monde, Franck se console tout seul et noie ses dépits dans la chanson. Si je pouvais tout changer, demandez-nous mi raison, demandez-nous mi raison, chocoto dani, demandez-nous mi raison. Non, mi non jolo, mais de manon ba ya juste que j'aime pas les choix, vraiment ou dog benifa. Non, mi non jolo, mais de manon ba ya je sais que j'aime pas les choix, vraiment ou dog benifa. Jurumenu de main couverton, demandez-nous mi raison. Jurumenu de main, ça courant, demandez-nous mi raison. Jurumenu de main, à ouvrir le corps, demandez-nous mi raison. Mais la moto qu'on commande jurumi non jurumi. Ton handicap ma ka permettre de makune. Amai, mais la moto qu'on commande jurumi non. Mais là, des mères nous sont fort quelqu'un bon y. Puis si vous dites mais mon jurumi non. Que non jurumi non. Donc demandez-nous mi raison, on a français qu'on finit là. Parce que tape qui est mon ami. T'es même ado wandi mendiele. Comment dire? Donc mi ma sœur da bo yo gwa lo mi bo mbro centre lo da ya bo nguri bona bo yiro do na yin de deme bo zero na ton de deme bon fite na wa de tin ko do handicap che ko mi mo mele sin ro fe me kwa bro no bio e parce que me de do juro me iba mon soutien mo na do yinde me de ma ka do juro parce que ron do ne ma ko inu ko ton ro ko yinda ya na o kuna so de ka bi na yan so de wa to. Yesu na do entreprise je na do so ko je wa ja so wa ji parce que we la ha me no mi o supo ni aba nu kunpo ba ma wo na we se nu kun nu ai ha me ton ayin we de logo e ba ni ta won ni we yan tere o ngodo registre de commerce e no do e ko don bon ni aso e mo tere mi gba Yesu na blo ba se bo na te. Nous meuble nous quand côté meuble ton là c'est pour dévo modèle dévo là na nous sommes menuisiers bon na non blo bon na be anu bon na exposé bon na ça
Ah bon, donc atelier qui n'a pas de meubles là nous ça au final. Et c'est une vente de meubles artisanaux. Eh on go dasia. Azo chi wa na ti jan yin kwe. Chu wa hen yon lo ho sa. Ndi adu na du. E do ala lo tu me. Ndi adu na du du yon no. E do ala lo tu me. Ndi la ha che me one. Parce que nous we no hen yon. Akpo me. Kodo nu di ako. Atun kanji. Ils ont deux Français qui ont un pas d'âge. Moyen de quoi? Mon moyen puis de vous installer à sortir d'une bavature que j'ai bon bleu. Pour le quoi d'aller dans bleu on a d'assez. On l'a dit. Bon, tiens qui paraît déjà l'autre mais bon dit et des choses à rapprocher. Bon, mais ben nous qui couillait hier pour moi bon. Arrête tout maintenant là. Ni on de la voix de Juro là. Tu peux le demander nous con. Et Juro me l'a mis non pas hein. Bon, maintenant il me dit on a contacté votre numéro qui est fait. Chez Franck, qui a transformé son salon en atelier et la rue en face de sa maison en espace d'exposition de ses chefs-d'œuvre, la vie alterne tristesse, épreuve et effort, que viennent ponctuer les rares moments de sourire. Accroché à ce fil-ci tenu de l'existence par le bout de l'espoir, l'artisan essaye d'avancer, d'exister et de tracer un chemin qui, espère-t-il un jour, pourrait inspirer quelqu'un. J'espère que j'aime pas les choix, vraiment ou d'Ogbenifa. Non, un miranjolo, mais de manon bayahoe. Je sais que j'aime pas les choix, vraiment ou d'Ogbenifa. Je m'en demande couverton, demandez-nous mes raisons. Je m'en demande, ça courant, demandez-nous mes raisons. Je m'en demande. Bonjour à tous. Bienvenue dans votre rubrique Une date, une histoire. Aujourd'hui, nous célébrons le 202e jour de l'année en hommage à Saint-Victor. Le 21 juillet 1970, l'Égypte inaugure le haut barrage d'Aswan, construit avec l'aide de l'Union soviétique. Ce barrage contrôle les crues du Nil, assure l'irrigation et produit de l'électricité. Cependant, sa construction a entraîné le déplacement de populations et la submersion de sites archéologiques. Le 21 juillet 2008, des scientifiques découvrent au Yémen des empreintes de dinosaures datant de 150 millions d'années. C'est la première fois que des traces de ce type sont identifiées sur la péninsule arabique, ce qui constitue une avancée importante pour la paléontologie de la région. Le 21 juillet, la Belgique célèbre sa fête nationale, date symbolique du serment de Léopold Ier en 1831. Cette date rappelle aussi l'histoire coloniale belge en Afrique centrale, Congo, Rwanda, Burundi, marquée par des violences. Aujourd'hui, elle invite à réfléchir sur ce passé et aux efforts de réconciliation. Le 21 juillet 2015, les dirigeants africains se sont réunis en Guinée équatoriale lors d'une conférence organisée par l'Union africaine. L'objectif principal était de coordonner le soutien aux pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, en renforçant les systèmes de santé et en favorisant la reconstruction post-crise. Cette rencontre a marqué un engagement fort pour la solidarité africaine face aux défis sanitaires.
21 juillet 2023, l'Union africaine a tenu à Addis Abeba le Forum des petites et moyennes entreprises. Ce rassemblement a permis de discuter des lois et initiatives pour stimuler l'innovation, le financement et le développement des startups en Afrique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain. Nous sommes de retour donc pour le moment débat ce matin. Je veux saluer Eric Gaba, bonjour. Je veux saluer aussi Eric Edenon, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci chers messieurs d'être là pour échanger avec moi autour de la question mettons de l'avenir de ces milliers de bacheliers admis en juin dernier à l'examen du baccalauréat pour la session unique de juin 2025. On a dépassé pour la première fois de l'histoire de l'éducation du Bénin les 70% de taux de réussite. Le riche, surpris, pas surpris, normal, avec notamment les réformes qui ont été engagées. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? C'est quand même le bac, hein, la terreur scolaire. Ah oui, vous avez utilisé le mot juste, la terreur pour le secondaire. Effectivement, ça me rappelle un peu la chanson de Don Metok qui dit En fait, c'est une manière de dire simplement que quand on est au secondaire et qu'on perçoit le bac de loin, on se dit c'est carrément le diplôme le plus extraordinaire. Mais c'est juste après le bac. Moi, à un moment donné, j'ai cru même que le bac était plus important que les diplômes universitaires. Mais ça a toujours été ainsi pour les élèves du secondaire. Ça a toujours été ainsi. Vous savez, étant donné que c'est une barrière entre les cours secondaires et l'université, et en plus, tu vois, c'est comme une rupture avec l'uniforme. Et on se dit, après le bac, je ne suis plus astreint à l'uniforme, bon, sauf si je fais une école éventuellement qui m'oblige encore à aller vers des uniformes. Et on se dit aussi, c'est la préparation de la vie active, et même avec le bac déjà, je peux avoir un emploi, a priori, donc on se dit, c'est la grande barrière qu'il faut franchir. Donc, de loin, quand on est en deçà du bac, on a une vision extraordinaire de ce diplôme. Mais c'est lorsqu'on traverse, demandez maintenant aux étudiants, ceux-là qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est possible, 4 ans, ce qu'ils pensent du baccalauréat, ils vont vous dire, non, je pense maintenant à la licence, je pense maintenant à la maîtrise, je pense maintenant au doctorat, donc ça a toujours été ainsi. Comme on le dit, l'homme est un éternel insatisfait, il faut toujours faire la quête à l'intelligentsia, au diplôme, voilà, c'est un peu ça. Donc, a priori, pour répondre à votre question, j'aimerais bien dire que je ne suis pas trop surpris pour dire la vérité parce qu'il y a eu assez de réformes et récemment, d'abord EducMaster qui a sensiblement amélioré la qualité de suivi des enseignants et des programmes, et là au moins on a su que les cours se sont déroulés dans de bonnes conditions, il n'y a pas eu de grève notamment, et les enseignants ont véritablement suivi ce qu'il faut faire pour amener les enfants à un niveau donné. Vous devez avoir constaté aussi que désormais il y a une sorte de challenge entre les établissements, que ce soit privé comme public. C'est-à-dire chaque établissement aujourd'hui veut donner le meilleur aux divers examens, que ce soit au CEP, au BPC ou au baccalauréat. Chaque établissement veut donner le maximum. À un moment donné, lorsque les grèves étaient perlées, les parents étaient complètement désorientés, et là, ils ont tous envoyé leurs enfants, presque tous bien évidemment, envoyé leurs enfants vers les établissements privés. Mais avec le temps, avec les réformes, aujourd'hui où les grèves ont cessé de rendre la vie difficile dans les enseignements publics, certains parents sont revenus parce que le coût dans les privés, vous le savez, c'est carrément, ça coûte les yeux de la tête dans certaines écoles notamment. Donc, est-ce que tous les parents ont la possibilité véritablement de suivre leurs enfants
financièrement, bien évidemment, quand il s'agit du privé, et vous le savez très bien, ce n'est pas tous les enseignements privés, tous les centres privés qui donnent une meilleure qualité d'enseignement. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Depuis que les complexes publics ont commencé par reprendre le travail comme cela se doit, beaucoup de parents sont revenus, ont ramené leurs enfants vers le public. Donc, le challenge maintenant a été équilibré. Le challenge aussi bien au niveau du public que du privé. Et là, chaque établissement a voulu donner le meilleur de lui-même. J'ai souvenance du lycée Mathieu Bouquet qui très souvent donnait les meilleurs taux. Et oui, à Parakou, qui rivalisait beaucoup plus avec le Prytanée militaire de Bembereke. Et c'est que je vois un peu ce challenge là, je revois ce challenge qui, ma foi, était beaucoup plus intéressant. Avec le temps, on a vu d'autres collèges qui ont commencé effectivement à émerger aussi dans la partie méridionale. On a vu le CG Godemé, on a vu d'autres également qui ont beaucoup plus donné. Donc, je ne cite que cela. Je ne fais pas de transition. Mais pour moi, il n'y a pas véritablement de surprise. C'est vrai que il y a eu des réformes, ces réformes ont marqué, seulement que je me pose la question de savoir, est-ce que le taux que nous avons eu est le véritable reflet du niveau d'études des enfants? On va en parler tout à l'heure, Eric. Première lecture par rapport à ce taux de réussite. On ne le dira jamais assez, l'école a retrouvé sa stabilité, et ce qui permet donc à tous les acteurs de pouvoir exécuter le programme scolaire à 100%. Cela permet donc aux enfants d'avoir une idée globale de toutes les unités d'apprentissage, et donc ils sont plus aguerris à faire face justement aux différentes épreuves. Je pense que même les acteurs eux-mêmes le témoignent, en commençant par le directeur de l'office du baccalauréat qui a trouvé que c'était inédit. Après, moi, j'ai pas de doute sur ces résultats vu la dernière préoccupation de Ulrich, parce que nous savons, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, tout le sérieux que l'office du bac met dans l'organisation de cet examen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un label dans la sous-région. Donc, on peut estimer que ce travail qui a été fait reflète exactement le travail des candidats. Ce n'est pas parce qu'on veut garder un certain mythe ou un mystère autour de cet examen que face à l'évidence des résultats, il faut, je dirais, faire en sorte d'être dans un pourcentage qui soit peut-être un peu ordinaire que ce que nous avons connu les années dernières. Je pense aussi que aujourd'hui, quand vous voyez les outils d'apprentissage que utilisent nos enfants, avec tout ce que donne Internet comme possibilité aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Il est plus facile d'étudier, il est plus facile de bien comprendre les épreuves et de rendre justement ces épreuves de sorte à avoir de meilleurs résultats. Après, il nous faut aussi attendre peut-être d'ici 2 ans et 3 ans, voir si nous serons toujours dans cette tendance. Peut-être à ce moment, on pourra émettre d'autres hypothèses, d'autres réflexions sur la nature des résultats que nous avons obtenus cette année. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les chiffres que nous avons sont tellement réjouissants et permettent donc aux enfants de disposer de cet examen qui leur donne accès donc à la vie universitaire. Quelles peuvent être les raisons, je dois dire, de ce fort taux? Parce que je dis non seulement c'est une première dans l'histoire de l'éducation nationale, mais en plus que depuis quelques années, on a remarqué une montée crescendo, enfin, c'est une tautologie, des taux de réussite aux différents examens. Depuis 2018 à peu près, ça continue à grimper, le riche. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui peut expliquer ça dans le fond? Non, d'abord, c'est justement cette montée progressive qui fait que je dis que je ne suis pas très surpris. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises. Et vous voyez, il y a quelques années, les enfants ne faisaient pas véritablement les 9 mois en classe. Non. Parfois, c'est 6 mois. Parfois, c'est même moins que ça. Donc, déjà à ce niveau, si vous avez aujourd'hui, on arrive à maintenir les enfants en classe pendant les 9 mois, c'est déjà une avancée. Deuxième chose, on a vu des directeurs d'école déchargés pour manque de résultats. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a créé une sorte de stimulation rigoureuse au niveau plutôt de l'administration. Ou plutôt de psycho. Non, quand vous êtes sûr qu'on va vous décharger, ce n'est pas de la stimulation, ça. Non, vous savez, la responsabilité implique la rigueur. Et quand vous êtes directeur d'école, vous avez obligation de résultats.
On a vu par le passé des directeurs d'école qui pratiquement n'allaient même pas dans les écoles. On a vu des directeurs d'école affectés dans la zone septentrionale, mais qui passaient le clair de leur temps dans la zone méridionale. On a vu des directeurs d'école, il y a même un reportage entre-temps qu'on avait montré ici, qui allaient à l'école dans un état d'ébriété. Donc vous voyez, aujourd'hui, ces directeurs d'école nommés ont compris qu'ils ont obligation de résultats et par conséquent doivent faire preuve de rigueur dans la gestion du personnel administratif, mais aussi des enfants. Donc, quand vous avez une autorité qui incarne déjà cette rigueur, l'enseignant est obligé de ne pas manquer les cours, de ne pas être en retard au cours, est obligé de suivre le programme comme cela se doit et est obligé de suivre les enfants. Quand vous avez un directeur d'école qui suit son travail avec rigueur, vous avez des enfants qu'on suit de très près pour qu'il n'y ait pas absence à l'école, qu'il n'y ait pas défectuosité dans le système d'apprentissage et aussi il y a le métier. Vous n'êtes pas sans savoir que à l'école aujourd'hui, il y a un regard assez précieux sur les filles, leur évolution. Donc, entre-temps, on voit également des filles qui, à peine la rentrée commence, 3 mois, 6 mois, il y avait beaucoup de taux de grossesse, de grossesse qui s'annonçaient. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ces taux de grossesse ont diminué. Donc ça permet à ces filles-là de véritablement rester à l'école, d'être maintenues à l'école, de suivre les cours comme cela se doit. Et aussi, la lutte contre le harcèlement des filles a fait que les filles peuvent maintenant suivre les cours comme cela se doit. Il y a une phrase que vous connaissez très bien, les notes sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, ces notes sexuellement transmissibles ne sont plus de mise. Si une élève se sent harcelée par un enseignant, par un professeur, elle est libre de... Elle peut justement le dénoncer et a priori, cet enseignant a peur. Donc, quand vous voyez tout ce schéma auréoler l'école, donner beaucoup plus l'entrée à l'enfant, ça veut dire que l'enfant est mis dans les bonnes conditions pour travailler. C'est vrai que ce n'est pas les conditions extraordinairement belles, mais au moins, il y a eu un effort qui est fait. Donc, quand l'enfant est dans ces conditions, l'enseignant aussi, plus ou moins, parce qu'on sait que il y a toujours des revendications, il y a toujours des doléances au niveau des enseignants, c'est normal. Et on sait aussi qu'au niveau des AME, il y a quand même un effort pour pouvoir les amener à beaucoup plus s'intéresser à la chose. Autrefois, c'était 8 mois, après on a vu 9 mois, enfin 10 mois, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, maintenant, on parle aussi de leur réinsertion dans le système public. Donc, je pense qu'il y a une panoplie de dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir amener à ce taux de réussite. Donc, je pense que ce n'est pas une surprise, mais tout ce que je l'ai dit à l'entame de ma première intervention, il faut que véritablement ce taux reflète effectivement le niveau des enfants. Et vous pensez que ça ne reflète pas vraiment le niveau des enfants? Non, je dis il faut que ce soit ça. Je ne dis pas que il y a beaucoup de plaintes à ce propos, justement. Vous n'êtes pas savoir aujourd'hui que quand vous allez à l'université, combien sont-ils à vous formuler une phrase, deux phrases, sans aligner des fautes, sans faire Mais cela ne détermine pas forcément le niveau de l'apprenant. Je me rappelle que j'ai fait ça fait partie du niveau, justement. J'ai fait des classes avec... Le baccalauréat est un diplôme assez pertinent, assez important, assez capital, et je ne conçois pas qu'un étudiant puisse me sortir des phrases élucubrantes, des phrases qui ne tiennent pas la route, et des incorrections à n'en point fini. Je pense que ça, par exemple, ça détermine aussi le niveau, c'est très important. Je me rappelle que j'ai fait quand même les bains avec certains apprenants qui étaient excellents dans les mathématiques, les sciences physiques, les SVT, mais qui avaient quand même un niveau très approximatif en français. Justement, et je pense que Ulrich le sait, un examen n'est pas un concours. Et un examen, c'est pas dans une matière qu'on interroge un candidat, c'est dans beaucoup de matières, je pense. Et après, nous savons que le bac ouvre la possibilité à des étudiants de choisir plusieurs filières. Et donc, quelqu'un qui a un bac C pour évoluer dans des matières scientifiques, quand bien même il a des difficultés en langue française. Non, je pense aussi que quand on évoque souvent les raisons qui sous-tendent les résultats que nous avons, moi je fais un parallèle entre les années où on avait des résultats bas. On évoquait comme raison l'instabilité à l'école, on évoquait comme raison le fait que
on n'a pas pu exécuter le programme scolaire jusqu'à 100%. On allait même jusqu'à interroger le niveau des enseignants. On se pose la question, voilà, qui sont ceux qui délivrent ces cours justement à nos enfants. Et je pense qu'avec tout ceci, on est allé jusqu'à faire des évaluations à des professeurs. C'est vrai que ça crée des problèmes par le passé. On voudrait bien voir quel est le niveau des enseignants aujourd'hui qui donnent des cours à nos enfants. Nous avons passé cette étape, nous avons retrouvé une stabilité. Donc je pense que en l'absence de ces pratiques, ça va de soi que les résultats puissent aussi véritablement s'améliorer. Il faut garder le cap et peut-être encore renforcer peut-être aussi ces résultats de sorte à faire en sorte que nos enfants puissent toujours retrouver un climat d'apprentissage assez sain. Nous avons aujourd'hui aussi le public qui revendique sa place, parce que par le passé, les résultats qu'on avait venaient plus des écoles privées qui n'avaient pas le problème qu'on avait au niveau du public. Donc, manque d'enseignants en gré. Donc, si on rajoute à cet effectif aujourd'hui le fait que le public apporte aussi, je dirais, une certaine qualité de travail, on peut aussi comprendre véritablement les résultats que nous avons. Maintenant, je dis, laissons peut-être d'ici 2 ans, 3 ans et voir si nous allons rester stables au niveau de ces résultats pour voir peut-être entre-temps si ce que nous avons aujourd'hui est exagéré par rapport au niveau réel des enfants. En tout cas, la conséquence qu'on a, parce que ça fait quand même 73%, ça fait bien des milliers, autour de, si je ne m'abuse, 50 000 à peu près d'étudiants accueillis dans les universités. C'est une grosse population qui attend dans les universités publiques et privées. Oui, Tanguy, la conséquence, elle est directe. Je pense que nous avons évoqué cette inquiétude ici sur ce plateau. Un peu comme nous le disaient les plus anciens, la joie du baccalauréat n'est que du coup durée. Après cette euphorie, il faut se rendre à l'évidence des problèmes d'université. Et Dieu seul sait, je dirais, ces 9 dernières années, quelle a été les véritables actions menées par le gouvernement dans nos universités. En tout cas, moi, j'en cite pas beaucoup. Je vois que à Bomey-Calavi, les amphis sont restés tels qu'elles étaient. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le resto n'a pas changé de visage. Le transport des étudiants n'a pas non plus. On ne sait plus à quel niveau on en est. Un peu. Donc, on se dit dans ces conditions, comment une université telle que Bomey-Calavi s'apprête à recevoir. Mais après, c'est pas elle toute seule. Oui, c'est en fait si Abomey-Calavi qui est la plus grande université du Bénin est dans cet état, je dis les autres universités n'en pas non plus en fait, parce que si on devait observer un changement, c'est d'abord au niveau de la plus grande université du Bénin. Donc je mets les autres de côté en me disant que c'est aussi la catastrophe. Donc dans quelles conditions nos universités vont recevoir ces étudiants? Grosse interrogation. Donc, il faut sans doute demander à nos étudiants de se préparer à vivre ce que les plus anciens comme eux ont vécu. L'effectif pléthorique, justement, dans les amphis, avec une chaleur étouffante. Les cabines. Oh là là, je pense que vous connaissez la leçon. Qu'est-ce qu'on fait de ces milliers d'étudiants, de cette dizaine de milliers d'étudiants? Quelle orientation possible? Je dirais hurrah pour les universités privées. Hurrah, pourquoi? Parce que Eric a planté les décors tout à l'heure. Nous aurons des universités publiques, je dirais, surpeuplées. Il faut utiliser le mot juste, surpeuplé. Allez déjà dans les facultés, vous allez voir un peu comment il y a une forte population d'étudiants dans les différentes facultés, même dans les écoles. Parce que autrefois, dans certaines écoles, le nombre était assez restreint, mais aujourd'hui, allez dans les écoles, vous allez constater que c'est une forte population. Maintenant, ajoutez à un petit ratio, enlever ceux qui vont en année supérieure, en classe supérieure, et ceux qui restent, parce qu'on a vu aussi, il y a quelques mois, l'université de Parakou, qui a donné un résultat assez calamiteux. C'était la première session, donc on présume que après la deuxième... Vous pensez qu'au niveau de la deuxième session, il y aura une ruée vers la classe supérieure? Il y aura quelques milliers qui vont passer. Ne soyez pas aussi optimiste, parce que rien n'est évident, rien n'est serré là. Le plus important, vous allez voir que
on enlève justement ceux-là qui ont réussi à libérer la classe, l'amphi là, et d'autres qui vont revenir. Maintenant, ceux qui restent, ils ne sont pas des moindres. Quand vous avez à peine le tiers qui part et les 2 tiers qui restent, et que vous avez une population qui vient s'ajouter avec l'infrastructure que nous connaissons pour les universités publiques, le manuel, ou du moins les outils, les infrastructures les didactiques que nous avons pour justement gérer ces populations, et le personnel d'encadrement, il ne faut pas oublier cet aspect-là, le personnel d'encadrement, les professeurs qui sont aussi, d'une manière ou d'une autre, pas très nombreux. Donc, quand on regarde tout ceci, ça craint un peu pour les universités, ça craint une surpopulation estudiantine, mais ça craint aussi au niveau du COUS, qui doit également jouer son rôle, parce qu'il y a aussi l'accompagnement social des étudiants. Tout à l'heure, vous avez parlé, Eric a parlé justement du transport des étudiants, les bus et tout ça, qui sont actuellement au ralenti, car ici, pour ne pas dire dans une léthargie profonde, il y a aussi la restauration de ces étudiants, parce que, qu'on le veuille ou non, tous ces étudiants ne viennent pas de la même classe sociale. Il y a beaucoup qui n'ont pas véritablement les moyens pour s'offrir un luxe. Donc, ils vont se rabattre sur le restaurant universitaire, ils vont se rabattre sur les transports universitaires, ils vont essayer de se rabattre sur les cabines d'étudiants. Donc, vous voyez, il y a un gros travail pour justement le COUS qui doit jouer son rôle. Et de l'autre côté, je dis hurrah encore pour les universités privées, parce que les universités privées vont d'une certaine manière absorber ce grand nombre. Reste à savoir maintenant qu'il faut véritablement suivre ces étudiants, parce que une fois qu'ils vont s'inscrire justement dans ces universités privées, ça doit gravir en qualité pour pouvoir offrir une main-d'œuvre de qualité sur le marché de l'emploi. Oui, sauf que les universités privées ne peuvent pas consommer, je dirais, l'effectif de ceux qui ont réussi. Et en plus, nous savons que dans cet effectif, nous avons des enfants des familles modestes. Voilà, qui vont se retrouver en faculté, comme ça se fait chaque année. Il n'y a qu'un petit nombre qui se retrouve dans les écoles avec des bourses et tout ce qu'on veut. Parce que même au niveau des privés aussi, ils ont une capacité d'espace à respecter. Je pense qu'on n'a pas anticipé sur la chose, il faut le dire en toute vérité. Maintenant, est-ce qu'il nous reste de temps pour préparer véritablement nos universités publiques à recevoir ce monde? Là, j'ai encore moins de doute. C'est vrai que on a voulu réorganiser l'enseignement supérieur et il y a eu des actions, mais ça n'a pas touché les conditions d'apprentissage des étudiants dans nos universités. On s'est plus préoccupé de mettre en place, je dirais, on a voulu que l'université soit ajustée comme une entreprise, les conseils d'administration. On a voulu la réforme n'a pas beaucoup avancé mettre en place, on a voulu mettre en place une délégation à l'éthique et au contrôle pour contrôler les enseignants et faire en sorte que les étudiants ne puissent pas tomber sur des harceleurs. On a travaillé justement sur tout ça. Mais pour ce qui est des infrastructures, par exemple, modernes, bien équipées, on n'a pas eu beaucoup d'actions dans ce sens. Et donc, je pense que ça va être un problème pour les recteurs à la rentrée prochaine de pouvoir gérer cet effectif. Ça va être un problème pour les enseignants de se retrouver en face de 1000, 3000, 2000 étudiants à longueur de journée. C'est compliqué. Maintenant, je pense que, un peu comme nous aussi, on l'avait dit, vous allez vous adapter. À peine 1 mois, 2 mois de cours, vous allez comprendre que avec votre baccalauréat, eh bien, c'est la vie qu'il faut mener à l'université. Faire la queue pour un repas de déjeuner de 7h jusqu'à 13h et peut-être même ne pas réussir à avoir son déjeuner. C'est une réalité que nos étudiants vont devoir affronter. Donc, il n'y a pas... ce qui les attend n'est pas du tout, je dirais, agréable. Voilà, n'est pas du tout agréable. Nous connaissons on va les décourager, hein, on va leur permettre de profiter. Pas les décourager. Je pense qu'eux-mêmes le savent déjà. Et l'euphorie. Eux-mêmes le savent déjà parce qu'au moins dans une famille, vous avez un grand frère qui a eu le bac, qui a des pas là. Toutes les familles, il y a de jeunes familles qui dira à son petit frère, bah, écoute, voilà, ça se passe comme ça. Pour te trouver une place, pour un cours qui commence à 7h, il faut que tu sois là à 5h. À 4h, vous voulez dire. 4h, voilà, pour être à l'aise. Et donc, ça ne va pas changer. Ça va pas changer. Peut-être que c'est assez formateur quand même parce que j'ai entendu. J'ai entendu un peu de ça. C'est pas formateur. Qui m'a dit quelque chose. Il dit j'ai le moyen d'envoyer mes enfants à l'extérieur étudier. Non, mais je voudrais bien
qui Ça n'a rien à voir avec une formation. Pour pouvoir, non, vous savez, ça leur permet justement de comprendre les difficultés de la vie. Et que les gens ça les arme davantage. Merci beaucoup. Ça les arme. Des années, on s'accommode à cette réflexion. Ça n'a rien à voir avec une formation. Vous avez une idée du nombre d'étudiants qui ont dû quitter l'université à cause de ces conditions, qui ont dû abandonner. On n'envoie jamais un enfant à l'université pour affronter ces ans de réalité. Disons la vérité, l'État doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que l'université soit un cadre agréable d'études pour garder les enfants à l'université. Merci beaucoup à vous. Vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Les 2 rubriques à suivre derrière moi quand on est lundi, c'est le Bénin en 7 jours de Idriss Boukari et la revue de presse. Très bonne journée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3 dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le président sénégalais était en visite de travail au Bénin le mardi 15 juillet 2025. Bassirou Diomaye Faye a été reçu par son homologue béninois, le président Patrice Talon, au palais de la Marina à Cotonou. Les 2 personnalités ont, à l'occasion, pendant 2 heures, fait le tour d'horizon des maux qui minent l'UEMOA et la CEDEAO avec la situation sécuritaire qui est très préoccupante. Les présidents Talon et Faye en ont profité pour explorer ensemble les pistes devant permettre de renforcer la coopération entre le Bénin et le Sénégal. Un tête-à-tête à huis clos, puis une séance de travail élargie aux délégations des 2 parties, sanctionnée par un point de presse. Il s'est agi de partager les grandes conclusions des discussions et de réaffirmer l'engagement des 2 États à œuvrer ensemble pour un avenir commun fondé sur la solidarité, la prospérité et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et le Sénégal sont cordiales et très conviviales selon le président Bassirou Diomaye Faye. Au nom du peuple béninois tout entier, au nom de mon gouvernement et moi-même, Monsieur le Président, je vous dis merci pour cette visite, merci pour l'honneur que vous nous faites en venant à Cotonou à quelques jours de notre fête nationale. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a eu lieu le mercredi 16 juillet 2025 au Palais de la Marina sous la présidence effective de Patrice Talon, président de la République du Bénin. Au cours de ce Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. Des précisions ont été données par le porte-parole du gouvernement à la faveur de son traditionnel point de presse. Au titre des mesures normatives, on retient entre autres l'adoption des décrets portant sur les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens, l'Ordre national des médecins et l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin. Le Conseil a également adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi n° 2024-28 du 26 juillet 2025 sur les ordres nationaux du Bénin. 5 communications ont été présentées au cours des travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 16 juillet 2025. Les démocrates face à la presse le lundi 14 juillet 2025 à leur siège à Cotonou. Au menu de ce point de presse, l'arrestation du journaliste Komla Hugues Sossoukwe et son placement sous mandat de dépôt par la Criette. Le parti d'opposition a, au cours de cette sortie médiatique, dénoncé une arrestation contre les principes du droit international humanitaire et intervenu dans des conditions qui, à entendre le porte-parole de ce parti, n'ont pour le moment fait l'objet d'aucune déclaration ni communication officielle. À la famille biologique de Komla Hugues Sossoukwe, ses amis et collaborateurs, le Parti Les Démocrates a réitéré tout son engagement. À tout le peuple béninois, le parti a rappelé son devoir citoyen
de travailler à la restauration de la démocratie et de la sauvegarde de la justice sociale. Par la voix de Guy Mitokwe, le porte-parole, les démocrates ont invité la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, la France, l'Union européenne et la CEDEAO, à prendre toutes les dispositions pour que les instruments internationaux de protection des citoyens auxquels le Bénin a souscrit soient respectés. Le Parti Les Démocrates réitère son engagement auprès de tout le peuple béninois dans sa quête quotidienne de justice, de liberté et de paix. Et enfin, le parti appelle à la libération pure et simple de Komlan Hugues Sossoukwe. De son côté, la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était en visite dans l'après-midi du mercredi 16 juillet 2025 au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. L'objectif est de constater le fonctionnement des différents centres de l'atelier Louban au Bénin avec des équipements informatiques et électroniques de dernière génération. L'atelier Louban, du nom du légendaire maître chinois de l'artisanat du bois Louban, vise à partager la technologie et l'expérience chinoise avec le monde en utilisant une approche pratique pour assimiler les compétences. C'est la concrétisation d'un projet de la République populaire de Chine pour renforcer la formation technique et professionnelle au Bénin. La question du financement de la santé au Bénin était au cœur d'une conférence de haut niveau tenue au Palais des Congrès de Cotonou les 10 et 11 juillet 2025. Le rendez-vous a mobilisé les représentants des gouvernements, les organisations internationales, les professionnels de la santé et les partenaires. La rencontre est organisée par la plateforme du secteur sanitaire privé en collaboration avec le ministère de la Santé et la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. La conférence a permis de repenser le financement de la santé avec des approches plus innovantes, inclusives et durables. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable.